Pas oublier l'autre. Merci beaucoup pour ce mot d'introduction. Je vais passer la parole à Madame Bouchra Boutaleb, conseillère à l'ambassade de Suisse au Maroc et chef de mission adjoint et de coopération. Madame Boutaleb, à vous la parole. Bonjour à tous, chers partenaires, chers participantes et participants. Je voulais juste rectifier. Donc, mon titre, c'est chargé de programme développement économique et emploi à l'ambassade de Suisse. Je remplace effectivement le chargé de mission adjoint qui est actuellement malade et qui n'a pas pu nous rejoindre malheureusement. Il a eu la Covid et il est bloqué en Suisse, Monsieur Pierre-Yves Maurier. Voilà, donc j'ai l'honneur de représenter cet après-midi l'ambassade de Suisse. Et je tiens à remercier chaleureusement l'équipe du CIPO, mais également de la FENIP pour l'organisation de cette conférence sur la durabilité des ressources halieutiques. Au risque de me répéter avec les anciens, enfin les précédents intervenants, donc cette thématique représente un enjeu de taille tant au niveau international que national. Et suite à la diminution de ces ressources, en raison notamment de la surexploitation, mais également des changements climatiques. Et l'agenda onusien 2030 des ODD a même dédié un objectif spécifique pour ce secteur, donc qui vise à conserver, utiliser de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins de développement durable. La durabilité est également un axe stratégique transversal de la stratégie de coopération internationale 2021-24 du secrétariat d'État à l'économie suisse, du SECO, en plus de la digitalisation et du genre. Donc le SECO, pour votre information, il promeut les chaînes de valeur spécifiques qui sont particulièrement importantes pour les pays partenaires, notamment le Maroc, et auxquelles la Suisse peut apporter une contribution avec son expertise et aussi l'importance des secteurs dans le commerce international comme l'agro-industrie, la pêche, le tourisme, le textile et l'automobile. Le SECO s'engage en faveur de la crédibilité et l'harmonisation des systèmes de standards volontaires privés et ces normes reposent sur des approches multipartites qui renforcent ainsi la confiance et la volonté entre les producteurs, les négociants, les importateurs et les organisations non gouvernementales. Et à l'avenir, le SECO va davantage s'impliquer dans une approche territoriale qu'on appelle Landscape Approach, donc qui vise à évaluer la stabilité des territoires d'un point de vue global et non pas seulement par rapport aux sites de production spécifiques. Et donc cette approche est complexe, mais elle permet de regrouper l'ensemble des intérêts concernés dans une région pour obtenir un résultat systémique. L'amélioration de l'accès au marché suisse et européen donc, représente la suite logique des efforts mis en œuvre dans la promotion de la durabilité des produits spécifiques. Et dans le cas du CIPO, donc, qui soutient 11 pays dont le Maroc, le SECO renforce les capacités et les compétences des agences de promotion des exportations, mais également des associations des différents secteurs, donc les BSO qui ont été cités tout à l'heure par Madame Myriam Sif, donc dans différents secteurs comme le textile, l'agro-industrie et la pêche, afin qu'elles puissent informer les entreprises concernant les exigences en matière de procédures douanières, de normes de qualité et de certification des produits. Par ailleurs, le SECO met en œuvre au Maroc depuis 2010 donc plusieurs projets globaux et régionaux, dont le programme global de durabilité qui inclut le secteur de la pêche ou de l'économie bleue et l'agriculture, et un projet bilatéral sur le tourisme durable donc, qui s'étendra de 2020 jusqu'à 2024 dans la région d'Imler-Khalifa. Donc, je vous remercie de votre attention, de votre participation à cette conférence et je me réjouis d'avance des échanges riches qu'il y aura sur cette thématique importante de la durabilité des ressources halieutiques. Merci. Merci beaucoup Madame Boutaleb, merci notamment de nous avoir éclairé sur la mission du SECO et de l'approche genre. Il faut savoir que notre secteur est très largement porté par les Marocaines avec un ES à la fin et donc effectivement comme disait tout à l'heure le Président à l'occasion de la journée de la femme qui n'est pas une célébration mais un rappel des écarts de droits dont souffrent les femmes dans le monde entier, au Maroc notamment, en ce qui nous concerne. Donc aussi un rappel des efforts qu'elles fournissent et du devoir qu'on a vis-à-vis d'elles
d'assurer l'approche équitable et non pas égalitaire, parce que l'égalité est une chose, mais l'équité en est une autre. Et donc il faut absolument qu'on veille au bien-être de ces femmes-là, sans lesquelles l'industrie n'existerait pas, en tout cas celle-ci en particulier. Donc, alors, la star du jour, j'ai envie de dire, c'est Hassan Babouche, qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous et que je remplace un petit peu en dernière minute, donc vous m'excuserez si je ne maîtrise pas certains éléments. Mais voilà, si Babouche n'a pas pu être parmi nous malheureusement, mais il est toujours présent avec nous en ligne et donc il va nous présenter les développements récents impactant la durabilité du secteur halieutique marocain. Si Babouche est expert auprès de SIPO. À vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Comme le président l'a dit, je m'excuse beaucoup de ne pas pu être parmi vous. Je voudrais que les organisateurs ou les techniciens lancent la présentation. Parce que je n'arrive pas à la lancer d'ici. Vous ne pouvez pas partager votre écran? Non, c'est écrit, je ne peux pas. Les organisateurs l'ont désactivé. Toujours est-il que pour dans ce cas, je vais la lancer, attendez. Si vous voulez, vous pouvez déjà commencer à présenter les grands axes en attendant qu'on règle ce souci technique, ça va? Je crois que le plus important a été dit, aussi bien par Monsieur le Président de la FENIP que Madame la Secrétaire d'État du département des pêches, que par Sifaraj de l'INRH. Le secteur halieutique est confronté à beaucoup de défis. L'aspect qui est un peu intriguant, c'est que malgré tout ça, la demande en produits de la pêche ne cesse d'augmenter et la production suit pour répondre à la demande. C'est la loi du marché. Et ceci a créé une surexploitation. Je crois que nous allons écouter les experts pour nous en dire plus au niveau du Maroc. A permis à l'aquaculture de se développer. Pour votre fin d'information, l'aquaculture fournissait 7% du poisson consommé en 1980. On en est déjà à 56% du poisson consommé qui vient de l'aquaculture. Et les projections de la FAO ou de l'OCDE prévoient 65% du poisson pour la consommation humaine qui va venir de l'aquaculture. Alors ceci, bien entendu, nous interpelle. Pourquoi l'Afrique est très en retard en aquaculture? Pourquoi le Maroc est très en retard en termes de production d'aquaculture marine? Il y a bien entendu tout un ensemble de raisons, tout un ensemble de défis, mais également tout un ensemble de solutions. Et les responsables de l'ANDA et du panel 2 vont nous les présenter. Maintenant, la durabilité, je crois que les uns et les autres ont mis en exergue son importance. J'aimerais juste rappeler que nous sommes au niveau international, au niveau mondial, à peu près 36% des stocks sont surexploités, c'est-à-dire exploités au-delà du maximum sustainable yield. La Banque mondiale a estimé que si ces 36% des stocks étaient restaurés, ce qui, bien entendu, exige des plans d'aménagement et leur application, on pourrait extraire 83 milliards de dollars par an de plus avec ce qu'on a. On n'a pas besoin de produire plus. Restaurer la productivité des stocks permettrait de gagner ou d'extraire une richesse supplémentaire de 83 milliards de dollars.
lutter contre la pêche illicite, à peu près 26 milliards de dollars. Donc tout ça, c'est deux chiffres qui montrent que la biologie a également un certain nombre de considérations économiques en sa faveur. L'investissement dans la durabilité, aussi bien pour les zones marines protégées que pour la production halieutique, les spécialistes de l'OCDE et de la Banque mondiale estiment que pour chaque dollar investi dans la durabilité, on peut, à moyen et long terme, avoir un retour sur investissement de 3 dollars pour la restauration et de 10 dollars pour chaque dollar investi pour la production halieutique. Donc, les facteurs économiques sont également là. Le problème majeur, comme a dit Faraj, c'est de voir le long terme et non pas le court terme et d'arrêter d'opposer les aspects environnementaux et sociaux à la réalité économique. La pandémie Covid nous a réveillés, et quand je dis nous, c'est bien entendu les responsables politiques, les responsables du secteur privé, les organisations internationales, pour se rendre compte qu'il est très important que la durabilité soit engagée sur ces trois dimensions, environnementale et écologique, sociale et économique. Alors je terminerai peut-être en engageant deux idées essentielles et qui vont, je l'espère, être débattues avec beaucoup plus de détails par nos experts et nos panélistes. La première idée, c'est que comment on peut aller de l'avant. Alors, il y a un problème majeur, je crois qu'on est ici en train de discuter les ressources halieutiques, mais il ne faut pas oublier que les utilisateurs du domaine public maritime et du littoral vont depuis l'urbanisme jusqu'au tourisme, jusqu'aux eaux et forêts, jusqu'à l'agriculture. Donc, il faut une vision intégrée des différents intervenants pour que tout le monde pense dans la même direction. Nous avons travaillé avec l'ANDA pour élaborer la vision pour le développement de l'aquaculture à l'horizon 2030 et les difficultés pour amener les différents intervenants à se concerter, à avoir une vision win-win, plutôt que moi je gagne et toi tu perds, est quelque chose de très important. Le deuxième, bien entendu, ça a été déjà souligné, c'est au niveau le plus élevé de la politique et des décideurs économiques marocains, la digitalisation, l'investissement dans les technologies propres et les énergies renouvelables, et bien entendu, tous les aspects de formation. Et tout ça a besoin de recherche. La recherche aussi bien sur la ressource, mais la recherche aussi au niveau de l'innovation, la recherche aussi sur les aspects de qualité, de salubrité, pour aller vers les marchés les plus lucratifs. Donc je m'arrête ici. Je suis désolé, je ne sais pas comment ça s'est passé. Moi, je n'ai pas pu présenter mes diapos. Je voudrais juste dire que pour l'organisation de cette conférence, il va de soi que tout est enregistré, que toutes les présentations seront mises à la disposition de tout le monde sur le site de la FENIP, aussi bien les présentations que les chats, que les questions, etc. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sil Hassan. Alors, peut-être qu'on n'avait pas les slides, on va les partager avec vous par la suite. Mais on a retenu les éléments principaux dont vous avez parlé, donc notamment la recherche scientifique, la planification intégrée, l'innovation technologique et puis le cadre adéquat nécessaire. Si vous permettez, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de pays ayant réussi cette planification intégrée, un benchmark qui serait utile pour le Maroc ?
Merci. Alors, rapidement, bien entendu, le nombre de pays et les exemples sont assez nombreux. Il va de soi que les pays qui sont des petits pays en termes de surface terrestre, mais de grands pays en termes de zone économique exclusive, sont parmi les plus importants et ceux qui ont investi le plus dans ce domaine. Par exemple, les Seychelles sont parmi les premiers pays qui ont vraiment investi dans la création d'outils d'investissement vers les blue bonds. Ils ont également développé toute une stratégie pour, si vous voulez, utiliser le développement pour la restauration des ressources. Et il va de soi que ça intègre, bien entendu, pour les Seychelles, aussi bien le tourisme que la pêche. C'est les deux axes les principaux. Dans les pays développés, bien entendu, l'Islande, tout à fait au nord des États-Unis, l'Alaska a été parmi les premiers. Donc les exemples abondent, mais malheureusement, quand il s'agit de travailler sur la durabilité, il y a la dimension pays, il y a la dimension culture, il y a la dimension défi qu'on doit relever. Donc il y a des exemples dont on peut s'inspirer, à condition qu'on analyse vraiment, qu'on fasse une analyse très détaillée de la problématique et des défis au niveau Maroc. Merci. Merci Sidi Hassan. Avant de vous libérer et de passer au panel, donc, on a 3 panels qui vont venir par la suite. Les choses vont devenir beaucoup plus dynamiques. On espère que vous allez interagir avec nous, commenter, poser vos questions. Mais juste avant de vous libérer, Sidi Hassan, juste une question sur un des panels d'ailleurs qui va arriver, qui concerne l'aquaculture. De votre position, pourquoi est-ce que l'aquaculture ne décolle pas en Afrique? Pourquoi ce retard? Rapidement, l'aquaculture, juste pour éclairer un peu la discussion, à 95%, c'est une aquaculture qui vient de l'Asie. Parce que d'abord, c'est un système de production alimentaire millénaire. Il fait partie de la culture, il est bien intégré. L'Afrique ne produit que 2,5% de toute l'aquaculture mondiale. Donc pratiquement 60% est produit en Égypte. En Égypte, il y a un miracle de l'aquaculture continentale avec le tilapia. Presque 2 millions de tonnes uniquement sur le Nil. Il y a des facteurs physiques, des facteurs, on va dire, culturels, mais l'aquaculture, pour qu'elle soit rentable, il faut que ce soit une aquaculture commerciale. Il faut qu'elle attire les investisseurs privés, et les investisseurs privés ne sont pas souvent attirés par des secteurs qui sont à haut risque. Et l'aquaculture, malheureusement, est encore considérée comme un secteur à risque par rapport aux maladies, par rapport aux événements naturels, les tempêtes, etc. Donc il faut toute une réflexion que l'ANDA a déjà commencé, et j'espère qu'ils vont nous éclairer, pour créer le cadre adéquat pour attirer les investisseurs. Les investisseurs, s'ils ne voient pas un retour sur investissement adéquat, ils vont aller vers autre chose, l'immobilier ou d'autres activités qui sont plus rentables. Merci. Merci beaucoup, Sidi Hassan. Donc, avant de remercier nos participants pour les mots de présentation, donc, je vous annonce les panels qui vont suivre. On commencera par un premier panel de durabilité des ressources halieutiques au Maroc. Ensuite, on aura un deuxième panel concernant l'aquaculture, donc agriculture marine, développement de l'aquaculture marine, enjeux économiques, environnemental et social. Et puis un troisième et dernier panel qui nous impliquera tous, qui sera celui de l'optimisation des chaînes de valeur halieutiques au Maroc, chaînes de valeur dans lesquelles on s'intègre tous, différents opérateurs et institutions que nous sommes ici. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup Président, merci beaucoup Lala Mriem, merci beaucoup Docteur Faraj et merci à tous les autres. Donc on va passer au premier panel et je vous libère pour le moment. Merci beaucoup. On peut les applaudir.
Alors, premier panel, on a M. Omar Khermez de la Direction des Industries de la Pêche, donc, qui est avec nous en ligne. Madame Marianne Toussaint de la FAO, en ligne également. Monsieur Saïd Moline de l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique, il sera avec nous. Monsieur Ahmed Charadi, notre cher Monsieur Charadi, directeur régional du ministère de l'Industrie du Commerce au niveau de la région Souss-Massa. Je ne l'ai pas vu dans la salle. Monsieur Abdelali Lamoudni, directeur d'exploitation et animation commerciale des ports de pêche. Monsieur Hicham Qadri, représentant régional de Banque El-Mghriba à Agadir, peut-être qu'il n'est pas avec nous non plus. Différents représentants de différentes banques et organismes de financement. Et puis Madame Roufaïra, je pense que j'ai vu Roufaïra dans la salle quelque part, elle est là-bas. Tu peux nous rejoindre, Roufaïra. Madame Roufaïra, responsable du centre d'affaires de la Société nationale de garantie du financement de l'entreprise. Et on va commencer par Monsieur Omar Khermez de la Direction des Industries de la Pêche concernant la certification. Pardon. Nous invitons les personnes citées à venir nous rejoindre. Donc Monsieur Faraj les autres tous en ligne. Donc اللي جالس ماشي مشكل نخليه جالس comme ça الكوش. Et donc معنا جيلالي بن سباعي فين كاين؟ جيلالي بن سباعي بوش تاع en ligne docteur Faraj. OK. Très bien. Docteur Faraj, on va vous embêter une deuxième fois, donc si vous voulez bien nous rejoindre pour parler de l'initiative Ceinture Bleue. Et Monsieur Jeli Ben Seba, chef de l'UNRD, donc exploitation et gestion des pêches à l'Institut national de recherche halieutique. Alors, si vous avez des présentations, elles sont prêtes ici. Donc on va d'abord parler du plan d'aménagement des stocks au Maroc. Monsieur Jijali, vous pouvez venir directement. Comme ça, de contrôler ma race. Last in, first out. La présentation image. عرفت علاش كاينين جوج ديال لي زيكرون دونك مره لا سوري تقدر تمشي لك هاد تفضل سي جلالي. Salam alaikum, donc bonsoir. Je remercie donc la FINIP de nous avoir donc fourni cette opportunité donc de se réunir ensemble donc pour une cause universelle, c'est la durabilité des océans et la durabilité des écosystèmes. C'est une durabilité qui conditionne même notre existence et notre subsistance. Donc je suis donc Monsieur Bensbaï Jilali de l'INRAJ, donc j'ai le plaisir de vous présenter un focus sur le positionnement de l'INRAJ donc par rapport à l'aménagement qui est un outil de base donc pour la durabilité. Comme nous le savions tous, donc l'INRAJ est incrémenté dans un système de gouvernance qui est un petit peu conditionné par
3 composantes principales. En l'occurrence, le dispositif de recherche, le dispositif de planification et de gestion, le dispositif de contrôle et de surveillance. Donc ces 3 maillons-là, ils sont les piliers donc, pour asseoir une politique de gestion donc, basée sur la durabilité. Donc l'INRAS, de par de ses missions régaliennes, donc, il était donc, mandaté d'évaluer les ressources halieutiques, donc d'établir des diagnostics donc, sur l'état des stocks et de déterminer leur niveau optimaux donc, par rapport à l'exploitation. Également, en général, c'est un organisme mandaté de préparer tous les éléments et toutes les données d'ordre biologique, économique à l'administration pour l'orienter donc, en matière de gestion, en matière de développement du projet de gestion et du programme de gestion. Et également, donc, il y a un aspect donc, en relation avec la surveillance et la salubrité des milieux marins qui est aussi un composant, un maillon important dans ce contexte de durabilité. Donc l'INRAS, de la part de ses missions, il a mobilisé donc, plusieurs outils de... Ok, merci. Donc l'INRAS, de la part de ses missions, donc, il a développé donc, plusieurs méthodologies de suivi, plusieurs outils de suivi, donc, et parmi les plateformes opérationnelles qui est à la base de notre travail, c'est un petit peu l'évaluation directe des ressources, c'est la proximité des ressources, c'est la prospection, c'est tout ce qui est donc évaluation directe, soit à travers les navires qui sont déployés pour évaluer les ressources de l'arche. Donc, à titre d'exemple, en 2020, donc, il y avait plus de 430 jours en mer donc, qui ont été dédiés à l'exploration des ressources, à l'exploration des océans. Également, la composante littorale. Donc, il y a beaucoup de ressources littorales qui longent nos côtes et qui sont surtout exploitées par des communautés côtières. Et on peut les classer parmi les ressources de subsistance. Et donc également, il y a beaucoup de prospection littorale dédiée à ces ressources-là. Et donc également, au niveau des différents ports et sites, donc on avait développé des programmes de surveillance donc pour surveiller de près l'évolution des indicateurs d'exploitation, notamment tout ce qui est taille marchande, tout ce qui est état biologique des ressources. Donc c'est un outil indispensable pour développer des mécanismes de réaction et de mobilisation des mécanismes de gestion basés sur l'approche de gestion adaptative. Donc, M. Sintissi, il a évoqué le problème de la taille marchande et justement, c'est à travers ces mécanismes-là qu'on peut épargner ces fractions-là qui sont très vulnérables. Ces paramètres-là, ils contribuent principalement à alimenter des modèles d'évaluation indirecte qui est une réalité mathématique qu'on calibre à travers des données observées. Donc ces modèles-là, c'est un outil incontournable pour produire des points de référence qu'on appelle des points de référence qui peuvent être soit biologiques, soit économiques pour situer l'action anthropique, notamment la pression de pêche par rapport au niveau supportable par la ressource. Donc actuellement, on est à peu près 27 stocks évalués à travers plus de 12 modèles d'évaluation, donc que ce soit des modèles agrégés ou des modèles plus raffinés. Donc on a l'ambition de couvrir plus de stocks. Donc on va converger vers 36 stocks à l'échéance de 2026. Et vraiment, c'est des outils de base qui sont reconnus donc, pour adapter la capacité de pêche aux capacités biologiques des stocks. Normalement, comme l'a expliqué M. Farage, donc nous, on avait beaucoup fait, mais il reste encore beaucoup à faire. Parmi les grands défis, c'est un petit peu la prise en compte de l'ensemble de l'écosystème, que ce soit dans le processus de prospection ou dans le processus de gestion. Et on est pleinement conscient de cette composante qui est une composante incontournable pour appréhender la durabilité. Et actuellement, on est en train de développer des modèles
qui sont dédiés à traiter donc, les maillons trophiques, les interactions. On sait que les espèces, ils ne sont pas isolés de leur réalité biologique ou de leur écosystème. Actuellement, on est en cours on a même dédié tout un projet pour comprendre tout ce qui est interaction trophique, tout ce qui est transfert de flux d'énergie dans l'écosystème. Et ça, ce n'est pas que pour l'amélioration de connaissances de l'écosystème, mais également c'est des exigences de pointe qui sont actuellement exigées dans le cadre de la certification écologique des pêcheries. Donc, le cas du FIP donc, qui a été dédié donc, pour la sardine, donc c'est un exemple vivant qui montre à quel point on a besoin de ce genre d'exercice pour vraiment aller dans la certification écologique et pour vraiment aller dans la durabilité de l'ensemble de l'écosystème. Également, on a beaucoup parlé des changements climatiques et de l'impact des conditions environnementales sur l'état des stocks et des écosystèmes. On sait que la variabilité des stocks, ce n'est pas uniquement le fruit ou l'effet de la pêche. Il y a d'autres facteurs qui interviennent, donc notamment tout ce qui est donc relation avec les changements climatiques, avec les changements qui sont opérés au niveau de l'environnement. Donc nous, comme étant INRA, c'est important pour nous d'exploiter donc les plateformes logistiques qu'on a. Dernièrement, on a reçu donc le navire océanographique donc multidisciplinaire qui va vraiment nous appuyer donc pour avoir plus d'éléments pour appréhender ces aspects qui sont complexes. Également pour les questions de rentabilité, donc c'est important pour nous. Donc on avait même donc initié un travail de filière sur les petits pélagiques. Et actuellement, on est en train de l'étendre pour les pêcheries démersales. Et je crois que c'est un aspect très important parce qu'on peut, passer du pari sur la quantité vers une approche vers la qualité. Et également, on a nos côtes marocaines, c'est des côtes où on a une très grande biodiversité. On recense des centaines d'espèces, environ 400 espèces débarquées. C'est un écosystème qui est riche, biodivers. Et je crois qu'il est dans notre devoir, donc on est en train de développer nos moyens d'évaluation et de prospection pour couvrir une large gamme d'espèces. C'est justement pour répondre à cette question écosystémique. Et à la fin, donc, c'est très important pour nous également, et même on a développé des actions pour étudier tout ce qui est dynamique du stock. Donc, on sait que les stocks, ils peuvent être un petit peu agrégés à une échelle locale, mais également ils peuvent être distribués sur de longues aires de distribution. Le cas de la sardine qui un petit peu qui va et vient entre donc qui avait une distribution plus étalée. Donc c'est très important de comprendre cette variabilité et cette dynamique pour adapter la capacité de pêche ou mode de distribution des ressources. Les habitats aussi. Les habitats, c'est un facteur très important pour la durabilité des ressources. Donc on sait qu'une activité de serre-pêche conjuguée ou associée à des activités de destruction d'habitat, donc ça devrait être quelque chose de très fatal. Donc nous, on est en train, donc on a tous des projets qui sont dédiés, que ce soit pour la compréhension du dynamique des stocks, que donc pour la compréhension des habitats qui est un paramètre aussi clé dans tout ce qui est donc gestion écosystémique. Donc je crois que c'est tout. Donc je vous remercie pour votre attention et donc à votre disposition pour d'éventuelles réactions. Merci. Merci beaucoup aussi Gilali. Donc si vous avez des questions ou des commentaires, je propose qu'on les prenne à la fin du panel, comme ça on passe en une fois. Sieb Babouche, est-ce que vous vouliez commenter? Juste pour dire que le timing était excellent, j'espère que les intervenants qui vont suivre seront aussi concis pour nous permettre d'attaquer les autres ateliers aussi. Merci.